Razak. Lechaim. Il y a Balin qui a planté, lui qui Alors attends, ouais, bien joué. Voilà. Ok, alors on est bon. Super. On va pas tomber plus bas, on va trouver un système. T'as déjà battu? Ouais, pour l'instant je te descends quand même. Ça va partir vite, mais bon. Ça devrait le faire. Voilà. Ok, on y va. Alors c'est parti. Non, ça c'est pas. Chaim il bracha. Ouais, t'as mangé? toujours après. Je mange pas le soir. C'est le midi. Non. Fais le fasting. Vraiment? Ça s'appelle comme ça? Ah, c'est parce que j'ai pas de lui, j'ai compris. Faut rentrer dans le maillot de bain. Ça, tu vas donner. On est à Trouville. Une semaine, la semaine prochaine. Après Tisha B'Av. Non, moi aussi. Alors, on y va, messieurs, c'est parti. On fait on va commencer par les lois à la halachot, notamment sur la semaine, la fameuse semaine maigre. Ouais. La semaine qui commence de samedi. Donc samedi, c'est Rosh Chodesh, le premier Av. On l'appelle la semaine maigre parce que tout dépend des coutumes qu'on a pendant cette semaine. C'est, on va dire, le deuil, il a été crescendo. Là, il est au niveau le plus haut. Samedi soir, on ne pourra pas manger les restes de Shabbat. Ça peut, tout ce qui va être viande. Ah non. Donc dites à vos femmes de ne pas préparer trop. Ou alors garder congelé pour Shabbat d'après. L'idée, c'est vraiment de comprendre ça. Est-ce qu'on a le droit de faire Havdalah samedi soir? Alors, beaucoup disent qu'il faut faire Havdalah avec un enfant de plus de 6 ans, que c'est lui qui va boire le vin. Tu fais la bracha à toi et c'est l'enfant qui va boire. Si on n'a pas de... non, je dirais, c'est comme le vin. Si on n'a pas d'enfant, parce que le judrien, c'est comme le vin, ça sera interdit. Le judrien, le vin et la viande seront interdits durant toute cette semaine pour tous les avis. L'Avdala, c'est bon. Maintenant, ouais, alors l'Avdala va comme ça. Concrètement, au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'on fait un peu moins attention parce qu'on n'est pas dans le kiff, on fait vraiment pour la mitzvah. Certains vont prendre de la bière, des ashkenazim vont prendre de la bière, la boisson nationale, pour faire Avdala en faisant Shakon Yabidvar à la place d'Agefen. On va continuer sur on peut rester sur une coutume qui est aussi de faire soi-même Avdala. C'est pas très. C'est la même chose que le vin. Non, c'est pareil. C'est pareil, je vais aller voir avec C'est pour ça qu'il dit qu'on peut quand même sur le boire soi-même. Même si on a un enfant, bon, après, ça dépend des déotes. L'idée, elle est comme ça. Pendant cette semaine-là, on va parler de Rechitsa aussi. On va parler de la douche. De la douche, messieurs. La douche, c'est important. Pour ceux qui sont propres. Il y en a encore? Ouais, Dan, écoute bien. Je sais que t'es propre. On n'a pas le droit de se laver. Alors attends, on arrive. Pendant cette semaine, non, il faut savoir, moi, c'est pas tout à fait vrai. Cette semaine, en fait, l'idée, elle est comme ça. On peut se laver. Mais c'est ce qu'on appelle, il y a deux types de douches. Non, voilà, il y a deux types de douches. Il y a ce qu'on appelle la douche confort cocooning. On va l'appeler la douche cocooning. Comme ça, on dit. Et il y a la douche nécessaire. En yiddish, on dit lecha. Celui qui pue, celui qui sent pas bon. Ok, ça, c'est quand on transpire, quand c'est ça, c'est une douche nécessaire. Quand on dit une douche de confort, c'est-à-dire, tu peux te doucher rapidement. L'idéal, c'est membre par membre. Comme ça. Comme tu fais d'habitude plus ou moins, et après, pas faire de kiff, c'est-à-dire pas passer 3 heures dans ta douche. Et si tu laves le nécessaire, parce que tu as besoin, tu transpires la journée, tu as besoin, tu te sens sale, donc tu peux te laver comme ça. D'accord? Encore une fois, le kiff, le bain et rester 3 heures dans la douche ne fera pas cette semaine, sûr et certain. On fait des coulottes, comme ça je dis un petit peu des possibilités. Hein? Cette semaine prochaine, à partir du Rosh Chodesh. Après, il y a aussi ce qu'on appelle aussi la semaine maigre, enfin la fameuse semaine pour les Sfaradim, mais cette année, il n'y a pas de semaine parce que ça commence le samedi soir de veille de Tisha B'Av. Et en fait, il n'y a pas de veille de Tisha B'Av parce que ça s'enchaîne directement avec Tisha B'Av. Depuis le samedi soir de veille de Tisha B'Av, le samedi soir prochain, donc pas cette semaine, la semaine d'après, on enchaîne directement avec Tisha B'Av. Donc, il n'y aura pas l'histoire de couper les cheveux ou pas couper les cheveux. Les Sfaradim, il n'y a pas de problème de cheveux pour cette année. Maintenant, et de se raser aussi, pareil. Ça, pour moi, ça se fait pas quand même. Et se raser aussi. Il a encore un peu de barbe. Comment Mais lui, par contre, il est Djerbien. On a dit que les Djerbiens, c'était comme les Ashkénazes sur le sujet. Les ongles, il n'y a pas de problème. Si tu veux bien faire, tu fais aussi les ongles la veille de Shabbat, c'est dire de Shabbat ou dire de Rosh Chodesh, il n'y a pas de problème. Après, c'est une nécessité, bien sûr, aucun souci aussi là-dessus. On rentre dans la partie qu'effectivement, toute cette semaine, on ne va pas manger de viande, pas boire de vin. Mais tu peux la faire à l'envers, genre veille de Shabbat, je ferai ça. Pas à l'envers. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème pour un séfarade. Encore une fois, il y a beaucoup de Marocains, je vais dire bien, et certaines coutumes qui suivent les Ashkenazim de ne pas du tout se couper les cheveux et se raser durant les 3 semaines. Donc, certains n'en font même plus à partir de Rosh Chodesh, à partir de samedi. Donc, voilà. Bon, après,
mélange que dimanche, ça va être bien. Dan, Eh, là, c'est pas une marquette de Je pense il y a une autre chose à faire qui est très importante, Dan, c'est les vêtements. Idéal. Attends. L'idéal, c'est que les vêtements. L'idéal pendant la semaine. Mais qui mange, il a mangé. L'idéal pour les vêtements, c'est quoi? C'est de les porter. Ah, regardez, c'est de les porter. Voilà. Non, les vêtements propres, tu es obligé de les mettre. Oui, mais il faut que tu les aies déjà mis au moins. Voilà. Alors, l'idée, c'est que ce ne soit pas un vêtement qui soit neuf. On ne met pas de vêtements neufs durant cette semaine. À partir de samedi, plus de vêtements neufs sur soi. Par contre, si on a un vêtement qu'on a oublié de sortir avant le Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on va faire pour l'utiliser? On va le sortir un petit peu, on va le froisser. Il y en a qui vont le bouger un petit peu. Un petit peu, bah oui, Dan. Un petit peu, obligé. C'est pour montrer que ce n'est pas un vêtement qui a de l'importance énorme. Dan, je vais venir chez toi, je vais voir ton dressing. On va régler ça vite fait. Hein. Demain après-midi, je fais une descente. Tu peux pas le mettre avant la semaine d'après. Ah oui, idéal. Oui, ça marcherait. Non, mais en fait, s'il l'a acheté pendant la semaine. Non, en fait, c'est vrai. De toute façon, on n'achète pas de nouveaux vêtements pendant cette semaine. C'est vraiment cette semaine, elle est plus dure dans le deuil. On fait des fins, même si c'est des soldes. Ce qu'on avait permis pour le Homer, on ne le permet pas pendant les 3 semaines. Ouais, juste entre parenthèses. D'abord, dis les chaim avant chaque fois que tu parles. Je fais les Chaim. Je sais que Thierry, il ne connaît pas venir ce soir. Sans dire le nom. Ah, t'as dit le prénom, ça va. Il est traumatisé. Pourquoi? Cette histoire de ne faut pas dépasser 8 cm. Ah. Ça, il ne pas venir. Encore une fois, on parle de la main. Lui, il a complètement oublié. C'est lui. C'est Dan, c'est Dan. Moi, je pense que la solution, Dan, c'est que tu achètes un chien. Il te faut un chien. Tu l'as marqué. Ouais, tu l'as dit. Ok, maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler des tolaïm. On a dit que ce soir, on va parler des bébêtes. C'est quoi les bébêtes? C'est pas les gens qui ne sont pas intelligents. Les bébêtes, c'est. Les bébêtes, c'est quoi? C'est quoi les bébêtes? Les bébêtes, c'est les petits animaux, les petits insectes qu'on retrouve dans nos assiettes, dans nos verres, dans nos salades. En parlant de verres, ça tombe bien. En fait, la Torah nous interdit de manger shkatzim, shratzim, de manger tout ce qui est les rampants, des petits animaux comme ça. D'accord? Si certains trouvent que ça a un bon goût et que ça nourrit bien, nous, ce n'est pas du tout le cas. On a complètement l'interdiction. Alors, on va dire, mais c'est tout petit, c'est infime, c'est minuscule. Malgré le fait que ce soit minuscule, on ne doit pas consommer cet aliment-là. Alors, si, c'est pour ça qu'on fait attention. Et dans ça, on a des règles qui existent, qui sont très claires. La première règle, c'est quoi? La première règle, c'est de dire, je vais utiliser, par exemple, une salade. Avant d'utiliser ma salade, je vais la rincer, la nettoyer pour pouvoir l'utiliser. Pourquoi je fais ça? Comme ça, je suis sûr d'avoir éliminé tous les tolaïm, tous les petits insectes. Quand on parle d'insectes qui sont visibles à l'œil nu. Maintenant, certains sont plus marmires. Et c'est pour ça que ceux qui sont marmires vont faire attention de même des petits insectes. On connaît la présence, parce qu'on les a vus au microscope. On sait que c'est une espèce qui est bourrée de petits insectes ou d'œufs et d'insectes et tout ça. C'est compliqué. Ils vont faire attention de mieux rincer. Pas interdire, mais mieux rincer. Certaines coutumes, par exemple, on va dire qu'il y a des difficultés énormes à nettoyer des brocolis, mais même des difficultés astronomiques. Pareil pour le chou-fleur. C'est des choses qui sont très, très difficiles à enlever les tolaïm parce que ça s'accroche d'une manière extraordinaire. Alors, il y a plusieurs solutions, mais on ne va pas toutes les énumérer ce soir. C'est une partie de ce cours-là. C'est important de s'en rappeler comment on fait pour nettoyer une salade. Une salade, de manière générale, je vais acheter du savon. Thierry, il est sorti de Leclerc, il avait une iceberg. Il m'a dit, Shmuel, tu peux me montrer comment on vérifie l'iceberg? Je dis, OK. Alors, j'ai pris l'iceberg, on l'a coupé. On l'a coupé comme ça. L'idéal, c'est de la couper même en petites feuilles. C'est top comme ça. Tu le coupes, c'est comme ça, comme ce que tu achètes dans les sachets, comme ça, directement en petites feuilles. C'est plus facile à regarder. Après, tu fais quoi avec? Tu fais couler. D'abord, tu peux rincer un coup si tu veux avant, mais ce n'est pas l'utilité. L'utilité, c'est de faire couler ton lavabo. Oui, tu vas prendre ton lavabo, tu fais couler dedans. Pas de l'eau chaude, hein, de l'eau normale, sinon ta feuille, elle est pourrie. Pareil aussi avec la menthe. C'est une possibilité comme ça aussi. Et l'idéal, moi, je vous donne l'idéal à faire. C'est vraiment la solution la plus efficace. Alors, il y a cette coupe-là qui existe en Israël. Elle est pas mal. En France, on ne la trouve pas facilement. Donc, on va donner les solutions qu'on trouve en France. Non, en France, alors, il y a effectivement une goutte. Parce que, et ne vous inquiétez pas, vous n'aurez jamais dans la bouche le goût du liquide vaisselle. Jamais.
C'est faux. C'est absolument faux. Dan, sache que dans tes aliments, il y a plus de pesticides au monde, que tu auras plus de chance d'avoir enlevé les pesticides qui sont sur les feuilles, que tu vas voir le goût du liquide vaisselle. Et aussi associé avec quoi, Pierrot? Qu'est-ce qui est fort aussi qui tue les bébêtes? Ouais, pas loin. Bravo, le vinaigre. Donc, l'idéal, c'est de mettre les deux. Vous mettez les deux. Les deux, c'est une goutte de liquide dans votre eau qui est comme ça avec les feuilles. Et après, vous mélangez. Mélangez, tout ça comme ça. Après, ce qu'on fait, on rince. On prend un petit paquet, on prend les feuilles, on rince à eau froide. On rince, tu mets dans un une essoreuse, comment ça s'appelle? Un passoire, merci. Tu mets dans ta passoire. Voilà, tu fais par petits paquets comme ça, c'est vite fait, tu es tranquille et tu as vérifié ta salade. Et concrètement, et voilà, et bien sûr, tu rinces bien, tu es tranquille. Et ce qu'il y a, c'est que tu as une salade qui est cachère. Ça, c'est ce qu'on demande même au restaurant de faire, c'est ce qu'on demande à tout le monde de faire. C'est essentiel, c'est très important de vérifier. Par ça, on montre son respect et on a des récompenses extraordinaires. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir aussi que c'est la raison pour laquelle certains fruits, qu'on appelle les fruits à risque, on va systématiquement les ouvrir pour pouvoir les consommer. La cerise. Par exemple, la cerise, on ne pourra pas la gober comme ça. Pourquoi? Parce que souvent, la cerise, on va remarquer que voilà. Il vaudra mieux l'ouvrir, même avec les doigts, ça se fait facilement, pour vérifier ce qu'il y a dedans. S'il n'y a rien, tu manges. S'il y a quelque chose, tu enlèves. Tu enlèves. Il paraît la cerise, c'est très choquant. De toute façon, les cerises, tu ne les gobes pas comme ça, tu as les noyaux, tu as tout ça. C'est pas, hein? Ouais, les cerises, on évite vraiment. Parce qu'on les On évite vraiment les cerises à ce niveau-là parce qu'il y a trop de. Et alors, ouais, effectivement, Ça dépend à plusieurs. quel moment tu les manges de la saison. Ouais. Après, c'est vrai qu'effectivement, il y a certains aliments qu'on évite tellement ils sont dangereux. En fait, Les fraises, c'était le moment aussi. le mieux que tu les prennes, sur les fraises. pour que justement il n'y ait pas d'insectes, c'est que tu les prennes rouges. Rouges, et là tu les gardes chez toi, jusqu'à qu'ils deviennent Bordeaux. Il ne faut pas que tu les achètes avec Bordeaux, parce que ça veut dire, quand tu les achètes Bordeaux, un, tu les payes plus cher, et deux, Un autre exemple, ils sont murmures. Tu vois. les dattes. Non, là, chez toi, Prenez des dattes, systématiques aussi. Tu ouvres, tu regardes à proximité du noyau. Souvent, la présence des œufs et des vers se trouve à côté du. C'est vrai, mais oui et non. Un qui est super difficile à trouver, vous savez c'est quoi? Allez, on en mange à tout bichfat. Des Citroën grenades? Non, pas de grenades, non. Citroën il a dit. La figue séchée. La figue séchée, déjà la figue de manière générale, c'est pas évident, mais la figue séchée, c'est encore pire. Parce qu'il faut savoir que les figues séchées viennent très très souvent de Turquie, que là-bas en Turquie, il faut la voir la manière dont ils sont séchés. Si vous ouvrez la porte d'un des hangars où c'est séché et les températures où c'est, vous allez voir les bébêtes qui sont dans tous les sens, vous allez plus pouvoir manger. En vérité, elles sont toutes en Turquie. Mais concrètement, c'est pour juste expliquer que le processus, il fait que c'est très très difficile. Non, mais c'est très difficile très difficile de vérifier et même beaucoup interdisent de consommer ces aliments-là tellement ils sont compliqués. Parce que même quand tu l'ouvres comme ça, les points blancs, oui, mais en fait, tu peux voir la présence des insectes. Pareil, les pommes et tout ça. Alors, c'est vrai, il faut le savoir aussi, Dan, c'est important, que de manière générale, quand tu vas dans un restaurant qui a un cher, qui a une théouda, obligatoirement, ils vont faire la vérification qui se doit. Et c'est important même d'interroger, de savoir comment le chômeur il a fait. C'est très important. Ça prend du temps parce que des fois, on fait dans les restaurants des quantités plutôt industrielles. Mais ça fait partie du sérieux des choses. Si tu veux être tranquille et rassuré de manger là-bas, au moins, tu sais que tu peux te reposer sur la théouda qui est accrochée à la porte, sur la garantie religieuse, le certificat, comme quoi il y a bien quelqu'un qui a vérifié la salade, qui a vérifié tout ce qui est les aliments qui sont dans les restaurants, lorsque tu demandes une salade et tout, alors le chômeur, il a l'obligation de le faire. Il est obligé de le faire. Après, vous allez me dire, il y a la javel aussi. La javel, ça va être plus compliqué à en extraire le goût. Parce que le problème avec la javel, c'est qu'elle est tellement puissante que le goût, il y aura quand même un... Mais ça, sur de la menthe, tu enlèves tout le goût de la menthe. Il y a certains aliments, la salade peut-être... Mais moi, je fais ça au taf. Avec de la menthe? Avec de la javel. Mais avec quelle... En fait, tu mets genre 10 litres d'eau. Ah, tu as un tout petit peu un Tu mets concentré. 10 litres d'eau et tu mets un bouchon de javel. On est obligé. Alors, la différence... Alors, juste un bouchon pour faire ma vie. encore une fois, la différence avec le liquide vaisselle... La restauration, ouais, avec la salade. C'est que... Non, mais une seconde, c'est que juste la javel, elle ne va pas faire glisser l'insecte. Ah, d'accord. Le liquide vaisselle, c'est une valeur d'un peu de savon. Donc, automatiquement, l'insecte ne peut pas rester stagné, il va glisser plus facilement. Hein? C'est le traitement que vous faites. En fait, on a des normes HACCP où tu es obligé. Ah ouais, carrément, l'école privée.
T'es Mais toi, obligé. c'est du goudron directement. Il faut ce qu'il faut. Mais La javel. en gros, tu mets 10-15 litres d'eau Sur un bouchon. pour un bouchon. Mais tu sais, le bouchon de la javel, quoi, il est comme ça. Ouais, c'est petit. Non, mais tu le sens même pas. Hein. C'est un petit. Non, mais c'est même. Il faut qu'on fasse ça. C'est une obligation. Et ça tue vraiment les bêtes, ça Ça tue vraiment les bêtes Ouais, bah, en tout cas, ça désinfecte. Après, comme il dit, tu vois là, par exemple, il dit Ça que fait, ça fait pas glisser la bébête. Mais nous, C'est-à-dire c'est que des normes. Des normes C'est les normes d'hygiène dans une cuisine. C'est ce qu'il est demandé en fait. Ah bah oui, je fais ça en gros. Autre chose. Donc effectivement, on a parlé de ça. On a dit qu'effectivement, par exemple, quand tu manges un fruit, donc il faut faire attention. Il faut couper le fruit pour vérifier, etc. Maintenant, il faut savoir que de manière générale, il y a cette vigilance. Elle est importante parce qu'on respecte vraiment une mitzvah de la Torah. Un commandement négatif qu'on a respecté de manière profonde. Il faut être vigilant dans ces choses. La restauration en langue derrière. Moi, je suis du club de direction et après, tu as la partie. Tout à fait. Dans la farine, pareil. La farine te demande de la tamiser. Même si aujourd'hui, le matin, je livre des pauses café dans les bureaux. ouais, il y a certains éléments, c'est pour ça qu'il faut voir. Alors maintenant, vous allez poser une question importante. Qu'est-ce qui se passe quand j'achète de la confiture bonne maman? Ouais. Tu as quoi? Maman? Bah oui. Je la mange? Non, mais d'accord. Mais est-ce qu'on n'a pas eu des insectes dans l'histoire? Ah non, on les a. Est-ce que tu crois que dans les usines? Alors, écoutez bien, la réponse, elle est extraordinaire. Dan, accroche-toi. Par rapport Alors, ouais, Dan, accroche-toi bien. Est-ce que quelqu'un peut attacher Dan, s'il vous plaît? Parce que là, je pense qu'il va bondir. Alors, On tu cuit la dépends s'il y a confiture 8 sur les champs. cm dans la confiture ou pas. Non, on va revenir sur le sujet. C'est très simple. En fait, c'est l'usine, l'industrie qui a préparé cette confiture, comme toutes les autres confitures, quand elles sont cachères, elles ont été vérifiées. Les ingrédients il n'y a pas de problème sur les ingrédients, elle est tolérée, il n'y a aucun problème. On peut l'acheter. Mais comment c'est possible qu'on achète alors qu'on a un risque qu'il y a peut-être eu des petits verres avec? Ils ont été complètement broyés. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous, on va faire. Parce que nous, si on broie les choses comme ça, sans avoir vérifié, c'est intentionnel. Oui. Mais eux, les industries, quand ils le font pas dans un but intentionnel, c'est pour une production plus rapide. Si vous voulez, eux, quand ils broient, ils ne se disent pas « Ah, ben il y a des consommateurs juifs qui pourront comme ça pouvoir manger parce que la bête est complètement déchiquetée. Et elle sera complètement invisible parce que tu ne retrouves même pas une trace de la bête dedans. Ça, c'est clair et net à 100%. Mais on va voir qu'il y a certains cas où des fois, ce n'est pas évident. Par exemple, Shabbat, lorsque vous avez un cafard. Un cafard. Je parle de cafard, tu sors. Alors, il y a un cafard qui il va sur ta salade. Et bien, d'après la halakha, on appelle quoi? On appelle ça une bête entière. On appelle ça, comment, Ilan? Biria. Biria. Non, pas Biria. Biria. Biria, c'est un insecte entier. C'est-à-dire qu'il est vraiment entier. Il ne manque pas une patte. Tout est là. Il est mort. Alors non, au contraire, ça te rend interdit toute la consommation. Si tu n'arrives pas à l'extraire, si c'est mis dans ton bouillon, pas évident. Même c'est marqué la halakha que même contre 1000 fois sa quantité, tu ne peux pas l'annuler, l'insecte. C'est une galère. Même si tu le passes au tamis, tralouid, machin, truc comme ça. Alors, il y a une possibilité. C'est plus simple si c'est dans votre salade, un cas pratique. Une mouche. Chaim, je t'ai dit, Dan, avant de parler, regarde ton verre, c'est quoi ce verre? C'est honteux. Honteux. Il est quelle heure? Ça fait au moins 20 minutes qu'on a commencé le cours, le verre, il est comme ça. Et Thierry, il dit quelque chose. Moi, Ça vaut mieux vider. Alors, c'est très simple. C'est très simple. Il faudra enlever à ce moment-là la partie, en fait, bonne. Parce qu'on sait que Shabbat, on a l'interdiction de trier aussi. On avait parlé de ça. Enlever le mauvais du bon. Enlever le mauvais du bon. Non, mais c'est simple. Dan, c'est très simple. Attends, faut que je me mette à côté de lui. Attends. On ne voit pas. En fait, c'est ça qui est le problème. Enfin, Dan, regarde. On n'a pas le droit d'enlever le mauvais du bon. Oui. Mais je sais, frérot. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On doit On va faire comment? genre, on prend le Pourquoi meilleur. genre? J'enlève ce mot genre. Alors, on prend le meilleur, Le bon. le bon, pour le manger. Donc, tu Et là, mettrais. ça passe. Là, tu as 2 barquettes. Tu as ta Voilà. salade avec ton cafard dedans. J'ai pas le droit de Tu prends, dégager ce qui est tu naze. prends la partie Ça, qui est c'est bonne. Shabbat. Donc, tu prends la partie qui est bonne, tu la transvases dans la barquette d'à côté. Et le cafard avec son truc, tu le laisses dedans. C'est ça ou pas? Ah, un cafard dans mon plat, t'es malade, je Mais mange c'est- rien. mais- C'est ce que je te disais tout à l'heure. Attention, parce que là, on parle d'une salade froide. Je parle ici d'une salade froide, on n'a pas dit que c'était dans un bouillon. Le problème du bouillon, quand c'est bouillant, quand c'est ça,
le goût, le machin, une vraie galère. On va pas parler de ça. Hein, si ça tombe dans la mlurkia. Alors, juste, peut-être dans la mlurkia, il n'y a pas de conséquences, parce qu'on ne voit pas la vie. Une fois qu'il a disparu, on fait Yehush, on abandonne l'idée. On ne savait pas s'il était là avant, après, s'il y en a d'autres, c'est des cousins. On désespère. Parce que là, non, même s'il est mort, il est entier. C'est parce que l'insecte, il est entier. C'est surtout ça. Faut qu'il est entier, c'est quelque chose qui a une importance dans la Torah. Si c'était qu'une boîte d'insectes, Donc combien un paquet pour les mettre. 10 euros là? Un insecte entier. C'est-à-dire, bon, vraiment, déjà, normalement, il ne faut pas trop galérer pour le trouver, mais ça peut être un moucheron. C'est pas énorme non plus. Alors, l'idée, c'est que c'est vrai de transvaser. Quand c'est pas Shabbat, de filtrer, tu as le droit de filtrer quand c'est pas Shabbat. Filtrer, forcément, tu vas retrouver la mouche. Moi, j'étais au Maroc, il y aura mis du Maroc. Il faut essayer de se débrouiller un petit peu, mais en se débrouillant bien, simplement, on sait sûr qu'on n'aura pas retrouvé le plat tant qu'il y aura ça. Il y a une raison spécifique par rapport à ça. Bah oui, ça s'appelle Biria, un animal entier. En fait, c'est ce qu'on appelle dans la Torah Davar Hashuv, quelque chose d'important. Ça veut dire que tu ne peux pas t'enlever de la tête qu'il est là. Si tu vois une petite patte ou une aile, c'est pas la même chose. Mais quelque chose qui Biria, c'est quelque chose que tu ne peux pas présenter devant des invités. Bon, une fois, il me les a enlevés. Exactement. Et c'est pas que psychologique, hein. C'est sanitaire, c'est d'après la Torah. La Torah, elle a fixé les règles sanitaires déjà il y a des milliers d'années, et c'est une logique implacable. C'est qu'aujourd'hui, alors attendez, on va faire des petites questions aussi ailleurs. Alors, Parce que, en plus, ils font du bis parce qu'ils te vendent des paquets de 3, c'est pas grave, tu peux l'enlever. et tu dis t'as le droit, t'as le droit. Ah oui, Et c'est quand répandu. t'arrives, t'as le droit que c'est. D'accord. Donc, ils t'en prennent une. Ouais, nous, on retire Alors, le c'est plat. sûr que. Alors, Ils t'en prennent une. oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Évidemment, c'est écœurant pour l'assiette. Tu t'en tires un con, ils te les prennent. Les gars. Là, la conséquence, c'est que normalement, le restaurant doit te rembourser. Moi, on me les a pris, là. Tu prends les deux exemples. Non, moi, il me Il y les a a un pris. insecte, tu peux plus manger. Ah, j'ai pas voulu payer, il me les a pris. Oui, mais là, je vais te dire pourquoi. Là, tu as un responsable. Ouais. S'ils les détruisent. Tandis que pour l'insecte, tu n'as pas de responsable. Tu ne sais pas comment il est, quoi, comment. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, et c'est ce qui s'était passé. Tu te rappelles ce qui s'est passé quand Youssef il a été mis en prison? Il était avec deux personnes. Celui qui faisait les pains de Paro, de Pharaon, et celui qui faisait le vin de Pharaon. Celui qui faisait le pain, lui, il y avait un caillou dans le pain et il a été mis en prison. Quand Pharaon l'a mis, il a trouvé un caillou, il a cassé les dents, c'était une catastrophe. Celui qui faisait le vin, il y a une mouche qui est tombée dans le verre. À qui Pharaon il a pardonné? À celui qui servait le vin. Parce qu'en fin de compte, une mouche, c'est pas sa volonté. L'autre, par contre, quand il a pétri la pâte et il aurait pu sentir qu'il y avait un caillou, qu'il y avait quelque chose, tu vois. Il y a une responsabilité qui est là. Tu vois? Ok. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire des expérimentations animales à des fins médicales? Ouais. C'est quoi le motif? Normalement, on ne fait pas de souffrance aux animaux, on a dit. Alors, encore une fois, si c'est pour des fins médicales avérées, c'est pas des tests un peu de psychopathes qui s'amusent à faire des choses bizarres. Dans ces cas-là, il y a une raison pour laquelle la Torah permet de le faire, en faisant le moins possible souffrir l'animal. Parce que c'est pour une nécessité. Dan, l'animal, c'est pas un chien. Avocat, t'es un menteur. Exactement, c'est vrai ça. Je suis pas avocat. Médecin, j'ai faire des expériences avant de devenir médecin pour rien. T'as le droit. Bah non, on vient de dire que t'as le droit. Pour guérir les gens. Tu peux te tromper aussi. Donc là, Mais tu peux faire. t'as peur Mais on de vient de te dire que tromper, oui. On vient de te dire que oui, Dan. Vaut mieux qu'ils tuent des animaux que des êtres humains. Je sais pas comment il. Je sais pas ce qu'il a mangé, mais il est bon. Alors maintenant, on va parler d'une autre mitzvah importante aussi, c'est la mitzvah. Alors rien à voir. Hashavad Aveda. C'est quoi cette mitzvah-là? C'est ramener un objet à son propriétaire. Quelqu'un qui a perdu quelque chose, et nous on le trouve. On a la mitzvah de quoi? De ramener à son propriétaire. Faut le réveiller. Il est fatigué, il a passé une journée là extraordinaire. Alors Hashavad Aveda, c'est quoi? On a dit qu'on a un objet qui a été tombé quelque part, il a été trouvé par toi-même. Et en fin de compte, il faut savoir si on trouve des signes sur l'objet, etc. Lorsqu'un objet a été trouvé à un endroit ne présentant aucun risque pour lui, et que cet endroit est utilisé pour faire un déposé à un moment des affaires, par exemple sur un banc dans un parc ou un truc comme ça, alors ce sera interdit de déplacer cet objet. Parce que sûrement que la personne elle va revenir pour le prendre. Des fois, tu vois un parapluie sur un banc dans un parc, tu ne vas pas le prendre parce que sûrement tu te dis que le propriétaire, il a peut-être oublié, il va revenir. Et c'est la réalité. Souvent, c'est ce qui se passe. Tu oublies un manteau sur une chaise ou un truc,
C'est significatif. Maintenant, quand c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de déposer quelque chose, on trouve dans la rue quelque chose, alors je veux dire quelque chose, vous allez tous répondre le contraire. Si vous trouvez un billet par terre, qu'est-ce qu'on fait? On met le pied. C'est pas Shabbat. Il y en a dans le Tu peux le mettre dans la poche. Non, en fait, on dit qu'un billet de banque, il n'a pas de signe distinctif. À moins que quelqu'un, à part c'est la personne à côté, tu dis j'ai perdu exactement 60 €, 2 billets de vin et voilà. Là, tu sais qu'effectivement, comme par hasard, ce que tu as trouvé, c'est exactement ça. Non, je sais pas, il y a peut-être un billet de 30 aussi. Ok. Non, allez. Maintenant, si on a tout de même pris cet objet, donc on était dans un parc, on a pris dans un banc, etc., avant, on va le remettre directement à sa place. Mais si on est parti avec, dans ces cas-là, il faut savoir qu'il faudra trouver les signes pour le propriétaire. Est-ce qu'on doit présenter l'objet au propriétaire quand il va venir le réclamer? Non. Pourquoi on ne doit pas faire ça? Parce que n'importe qui peut venir te réclamer. Tu vas juste faire paraître une annonce ou dire à quelqu'un, si quelqu'un est intéressé, on a retrouvé une montre. Tu ne vas pas dire la marque. Si tu veux dire quelqu'un, on a retrouvé une Rolex. Tu auras 100 personnes qui vont débarquer. Ils vont te dire, c'est moi. Donc ça va être compliqué. Donc l'idée, c'est de dire, quelqu'un a perdu une montre, ils vont venir te voir. Tu poseras 2 questions. La première, Comment elle est? quelle marque, quelle couleur, comment elle était. C'est 2 questions, tu choisis comme tu veux. Ouais, pardon. C'est pas bon. C'est optionnel, la troisième. C'est si. Alors, voilà, ça, c'est l'idée. Et c'est ce qu'on doit comprendre. Concrètement, après, tu peux aller un peu plus loin s'il y a 2 personnes qui sont face à toi. Tu peux demander à quelle heure tu l'aurais perdu, parce que toi, tu sais à quelle heure tu l'as trouvé. Il y a des petites choses comme ça, des petites finesses. C'est le moment de jouer un peu au détective. Mais sachez qu'en faisant ça, on fait une mise extraordinaire de la Torah. Ramener l'objet à son propriétaire, la Chassidoute explique quelque chose d'extraordinaire. C'est que nous, Dieu, quand il nous met sur terre, il nous donne une âme divine, une âme qui aspire à la spiritualité, qui aspire à se connecter avec son Créateur et à se rapprocher de lui constamment. Et il nous la met comme un picadone. C'est quoi un picadone? C'est un dépôt. Un dépôt. Il nous le dépose. Voilà, il nous met en gage. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On doit s'en occuper. On doit dire, attendez, j'ai été le gardien de cette âme pendant 120 ans. Pendant toute ma vie, j'étais gardien de cette âme. Mais après, à 120 ans, on doit rendre l'âme et rendre des comptes. On doit rendre l'âme à son propriétaire. Il est conciliant. Mais la manière, si on s'en est bien occupé, eh ben, Dieu va nous en être très reconnaissant. Et c'est pour ça que c'est une des choses pour lesquelles Akadosh Baruch Hu nous récompense extraordinairement là-haut. Donc c'est sûr que c'est pas facile, c'est pas évident, mais vous savez, c'est la meilleure chose au monde. Imaginons que Dieu préserve, Dan, il a une vache qu'il adore. Je sais, je l'ai présenté, elle s'appelle Roselyne. Alors, sur son balcon, oui. Ouais, c'est pour ça qu'il est au rez-de-chaussée. Alors, ce qui se passe, c'est que Dan, en fait, un jour, il a perdu sa vache. Et moi, je suis passé comme ça dans la rue des Cailloux, à côté, pas très loin, et je vois la vache, c'est pas possible, Dan. Et je vais frapper à sa porte, et lui, il était parti sorti dehors pour le chercher. Du coup, pendant 3-4 jours comme ça, que je cherche, on se rate, et je lui garde sa vache. Et maintenant, sa vache, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas dit que je l'ai gardée seulement. Parce que si je la garde, je la mets dans une chambre et je laisse tranquille, je l'ai pas bien. Je l'ai nourrie. Je lui ai fait les petits câlins que Dany lui fait le soir. Je connais les habitudes. Je connais. C'est pas simplement, c'est sentimental. C'est important. Alors, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que moi, je m'en suis occupé. Mais quand Dan il va retrouver sa vache, qu'est-ce qui va se passer? Il a vu qu'elle n'a pas maigri, qu'elle est bien, qu'elle est heureuse. Il va me dire, Kol Hakavod, il va me dire merci beaucoup. Et son plaisir, il va être encore plus beau que s'il avait retrouvé maigri dans une rue comme ça. Et ça, c'est ce qui est important de savoir, que nous, on doit faire plaisir à Dieu de la même manière. Se préoccuper de notre âme. Elle demande des choses. Voilà, notre corps, il a demandé des nouilles. Notre âme, elle demande de la Torah. On est en train de lui donner de la Torah. On est en train de lui donner du plaisir spirituel. C'est sûr qu'il y avait peut-être des matchs extraordinaires ce soir, qu'il y avait peut-être un super film à la télé. On est là en train d'étudier un cours, en train d'apprendre des choses qui nous feront réfléchir, qui nous feront communiquer, qui nous feront avancer, se rapprocher de notre Créateur. Et ça, c'est l'idée essentielle. Voilà, on a fait la partie halakha. Maintenant, on va partir à la partie Dan. Quiz. Mais pourquoi le quiz tout de suite? Non. Le quiz, le gars, c'est dans une heure. Je comprends pas, ton verre, il avance pas, Dan. Et je sais pas. Quiz, il est touché un petit. Bravo. Pourquoi tu souffles comme ça? Tu fais, il n'y a plus de mystère. Hein. Qui c'est qui a de l'eau fraîche? Reste un peu. La paracha de. Je vais t'embêter. De ma contribution. Azak. Celui qui sert d'eau, il est béni. C'est vrai? Très bien. Tu vas ramener de l'eau à la place du coca. Alors. Ok, imaginez-vous bien. Cette semaine, on va lire les 2 dernières sections du livre de Bamidbar. Et dans ce livre de Bamidbar, on a 2 dernières parachutes qu'on va lire Matot et Massé. Alors, très simple. Dans Matot, on va parler de la guerre contre Midian. Et dans Massé, on va parler des étapes que les Bnei Israël ont fait depuis la sortie d'Égypte jusqu'en
en arrivant, où ça? Israël. Qui c'est qui a dit à Dubaï? Ah, c'est un bon, hein, je sais pas, hein. En Israël. En Israël. Et c'était 42 étapes. On verra ça juste après. Première chose à savoir, c'est qu'une fois, il y a un bonhomme qui est dans un bateau, il s'est fait un kiff. Et un jour, si, vraiment, il est dans un bateau. Pourquoi c'est pas possible? Il peut pas être tout seul dans son bateau. Mais il a quoi? Et à un moment donné, son bateau, il échoue. Voilà, tu as mis l'œil, il a échoué. Mais il a rien dit. Alors, le bateau, il échoue et il nage, et il arrive sur une île. Et sur cette île, il essaie de faire des signaux, de la fumée, du feu. Et il n'y a personne qui vient à son secours. Il passe quelques temps dessus, il arrive à survivre, il n'y a personne sur l'île. Mais il n'y a personne. Après, tu t'imagines rester sur une île sans parler à personne? C'est une catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les années, elles passent, il s'habitue un petit peu. Au bout de 3 ans d'âne, un miracle. Un miracle, il y a un bateau qui arrive, des secouristes qui arrivent, ils le cherchaient partout, ils l'ont retrouvé. Et là, il voit qu'il a construit des petites choses, il a fait des petits kiffs, il s'est servi, il a fait des brochettes de dessert. Il s'est vraiment habitué, il a réussi à bien survivre. C'est magnifique ou pas? Et Dan, il a trouvé ses marques. Alors, regardez ce qui s'est passé. Il lui pose une question, il voit 2 bâtiments l'un en face de l'autre. C'est quoi ça? C'est quoi ces bâtiments? Il dit, ah, c'est ta maison? Il dit, ta maison, elle est là-bas, je ne comprends pas, c'est une autre maison secondaire, tu t'es fait un kiff. Il dit, non, ça, c'est la synagogue. C'est la synagogue? Ah, tu t'es même fait une synagogue, même si t'es tout seul. Bravo! Ils étaient contents, ils ont dit. Et c'est quoi en face? Ça, c'est l'autre synagogue. Il dit, pourquoi tu fais 2 synagogues alors que t'es tout seul? Parce qu'il y en a une où je veux, une où je ne vais pas. L'idée, c'est comme ça. Il y a un juif qui a 2 opinions. L'idée, elle est très simple et très profonde. C'est l'idée de la marloquette, de la discorde, de la dispute. La dispute, c'est pas être d'accord avec l'autre. C'est ne pas accepter l'idée de l'autre. Alors, ça peut être une dispute avec des amis, des disputes avec tout le monde, des disputes avec mon voisin, des disputes avec ma femme, ça peut être n'importe qui. Les disputes, on peut connaître ça en tous les niveaux. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment réamorcer. Comment on dit? Désamorcer, pardon. Désamorcer la grenade. Comment on fait pour que ça ne s'envole pas? On évite ce qu'on appelle, il y a une échelle en plus, l'escalade. Ça sera. La dispute, ça va crescendo aussi. Il y en a un qui va dire l'autre, et hop, 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 hop. Et chacun il monte plus haut que l'autre, jusqu'à ce qu'après, on a plus de vaisselle. Donc aujourd'hui, on a fait la vaisselle en plastique. L'idée, elle est comme ça. Dans cette paracha, on a vu qu'il y avait la guerre contre Midian. Et si on regarde bien les choses, on a été détruire le peuple de Moab. Ok, Dieu, il a dit, touchez pas à Midian. Non, pardon, l'inverse. On a détruit Midian, on n'a pas détruit le peuple de Moab. Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé avec Midian? Midian, on a compris qu'ils avaient une haine particulière avec les Juifs. Mais en fin de compte, on n'a rien fait de mal. On passait simplement dans le désert. Aucune agression, rien du tout. Simplement, l'antisémitisme, c'est un peu difficile à dire. En vérité, il faut savoir que ces gens-là, c'était une populace qui était vraiment, vraiment parée pour la dispute. D'ailleurs, le Harizal, le Hari Akadosh, il dit que le mot Midian, c'est Milachon Madon, ou Meriva. C'est le langage de la dispute et de la discorde, et de la séparation. Alors, en fin de compte, c'est des gens que ça s'appelle des querelleurs. Des querelleurs. Il y a des gens comme ça. Ils se lèvent le matin, ils ont envie de se taper avec tout le monde. Comment ça? Ils ne voient même pas qui, quoi, comment. Il y a Comment C'est quoi l'idée? Ça veut dire, imagine-toi comme ça, tu te lèves le matin, et toi, tu es comme ça, tu as un nerveux. Imagine, ta fille, elle arrive, elle te fait papa, papa, elle te tire la barbe. Bim, clac, paf, 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 tu commences à lui mettre un chasseur. Wow. Comme ça, faut être. Non. Alors, il y a d'autres qui vont réagir autrement. Même si c'est un voyou qui va. Non, s'il te plaît. L'inverse. Il faut savoir c'est quoi ce comportement-là, d'être complètement dans la dispute. Surtout que ce qu'on n'acceptait pas, parce que les Midianim n'acceptaient pas, c'est la Kedusha. C'est le fait qu'il y ait Dieu. Dieu, un des noms de Dieu s'appelle Shalom. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire aux toilettes Shalom. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ça aux toilettes? Parce que c'est un des noms de Dieu. Donc, on ne peut pas dire ce mot-là dans les toilettes, dans le mikvé. Même dans le mikvé, on va éviter de dire Shabbat Shalom. Il y a combien de. On est, ouais. Hein? Il y a combien de. 7. 7 ou 9, je ne sais pas. Et on connaît. Ouais, ouais, il y a de Shem, il y a Keladon, il y a plusieurs appellations de Dieu. Et un des noms, c'est Shalom. Non, j'ai dit 9 ou 7. Je ne suis pas bon en maths. Alors, comment ça se passe? Ça se passe comment? C'est-à-dire qu'un des noms de Dieu, c'est Shalom. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, on se rapproche à grands pas de Rosh Chodesh Av. Rosh Chodesh Av, c'est l'Aïloula de qui? C'est l'anniversaire de décès de qui?
Bah oui. Aaron Cohen, qui aimait la paix, recherchait la paix. Donc il y a un lien particulier avec ça. L'importance du shalom, c'est que Dieu, il est d'accord pour même effacer son nom pour réconcilier un couple. Comme vous savez, avec la section Sota, où Dieu, il accepte d'effacer son nom dans le parchemin que va boire la femme Sota pour que ça puisse réconcilier un couple. Imaginez-vous si... Ou pas. Pourquoi tu es toujours négatif comme ça? On va dire ou. Il n'y a pas de ou. Imaginez-vous qu'on dit comme ça. Michael, dis-moi simplement comment tu vas prendre la chose. Je te prends tes filines, je te les mets dans l'eau de Javel. Tu réagis comment? Mieux que ça, je te prends ta mezouza de chez toi, je l'ouvre, je la mets dans un broyeur. Ça dépend qui. Non, mais C'est toi, je veux dire, il y a un problème, il faut que je la change. non, il faut savoir pourquoi. C'est quoi la raison? C'est quoi la... Alors, la raison, il n'y en a peut-être pas. Mais en fin de compte, il y a une analyse à faire. Bravo. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Je viens On t'a laissé. Bravo, prends une chaise. bravo, bravo. Il y a des chaises là-bas. Tiens, regarde. Voilà, une petite chaise rouge. Alors, l'idée, elle est comme ça. Il y a des choses pour lesquelles on doit apprendre de ça, de cet événement extraordinaire. Toujours être santé. Dieu, la Kedusha, ça symbolise l'unité, ça symbolise le shalom, l'union entre chacun. Les Midianim, eux, ils cherchaient à quoi hein? Ils cherchaient simplement à nous faire nous diviser, nous faire ne pas aimer la paix. Il y a des gens qui aiment la querelle, qui aiment se disputer, qui aiment être en conflit. Il y a des gens qui n'aiment pas le conflit, mais qui aiment être au-dessus de l'autre. C'est une position. Si je suis au-dessus de l'autre, les meilleurs certainement sont plus intelligents que les musiciens. Mais la bouteille est pleine. Tout ça pour le faire. Tu as déjà fini une bouteille? La semaine dernière. Ah, tout de suite, tout de suite. Frère, alors. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, Rien. Hein. nous on n'a rien fait au Midianim. La seule chose qu'on leur a fait, c'est d'être en accord, d'être en harmonie, d'être lié avec un Dieu qui lui aime la paix et qui ne supporte pas la discorde. Et de toujours chercher des solutions à plutôt trouver la possibilité de rentrer dans la dispute. Et ça, c'est une particularité extraordinaire. Et c'est pour ça que Dieu, d'un son côté, il a demandé de détruire les Midianim. Pourquoi? Parce qu'il déteste la dispute. Dieu déteste la dispute. Il s'éloigne. Dieu, il s'éloigne complètement de ça. Il veut pas il aime le shalom. Il est complètement son entité et le shalom. Et c'est quelque chose de particulier. Ça veut dire que nous, si on apprend d'Akadosh Baruch Hu comment nous, on doit pouvoir des fois même s'effacer, même si on a raison et que l'autre a tort, et qu'on est sûr à 500%. Comme tu disais tout à l'heure, il te met les filines, je sais pas, Oui. classe, tu vois. C'est pas grave, frérot, je vais m'en racheter une autre. J'ai pas dit ça. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, c'est ce qui se passe. Pour le Dieu, prix c'est que ce tu qu'il les payes. ressent quand on lui efface son nom dans de l'eau. À 600 € la paire, c'est pas grave. C'est un sadique. Non, mais tu peux trouver peut-être un terrain d'entente. Le terrain de vente, c'est tu la fermes, tu peux le Non, non, Dan, non. Non. Alors, je fais un coup de tête alors. Mais non, faut pas être. La halakha dit aussi, on ne doit pas être comme un paillasson qu'on écrase. Il n'a pas vu encore, il n'a pas vu. Eh non, on ne doit pas être comme un paillasson qu'on écrase. On ne doit pas être quelqu'un qui se tait non plus, mais arranger les choses de manière la plus diplomatique possible. Exactement. Bon, Ok. Sylvain, on t'entend pas, ça va pas. Malheureusement, le virus de la marloquette, il a réussi à rentrer ce virus de la marloquette, il a réussi à rentrer même chez les gens qui sont super religieux. Même dans la synagogue, la marloquette, elle est là, entre les gens qui disent « Assour les daber beshatat tfila ou bekhatat Torah » et en même temps, tu as les gens qui te disent « Mais ça va, j'ai juste dit un truc. » Tu as toujours la marloquette pour les raisons Ils sont prêts à te trouver les arguments les plus thoraïques pour justifier leur comportement haineux. Et c'est compliqué. En vérité, il faut toujours se rappeler de l'ordre de Dieu. Dieu nous dit « Tsarour et Midianim ». On le connaît. C'est interdit de laisser la place à la discorde, à la discussion. C'est interdit de laisser la place à la violence verbale. Il faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente. Le mois de Av, c'est justement, on a vu qu'on a perdu le temple à cause de la haine gratuite, de la sinatrilam. Et ça continue. Et justement, c'est l'enseignement qu'on doit apprendre. Et à chaque fois, on le répète, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Et on va dire, on va changer, et on ne change pas. Et on pas va normal. aimer, et on n'aime pas. C'est pas normal. Alors, elle est Mais où la c'est encore raison pas normal de dire que c'est pas normal et qu'on ne fait rien derrière. Justement, alors pourquoi? Parce que c'est ça. C'est des fois, c'est les bonnes décisions, c'est que l'impulsion, elle n'est pas là. Et même si tu as l'impulsion, c'est comme une voiture que tu arrives à démarrer, mais minutes après, elle cale. Et en fin de compte, tout ce qui nous entoure,
La moto. Ça te refroidit. cette Ouais, impression 100%. C'est ça le problème. Alors, c'est pour ça qu'en fait, il faut savoir que plus on va se rapprocher de la Shrina, qui symbolise le shalom, qui symbolise l'unité, qui symbolise la force pour toi d'aimer les autres. Parce que plus tu vas t'élever en haut, et moins tu vas voir qu'il y a de différence en bas. Écoutez comment c'est intéressant cette histoire. Adam, tu es d'accord ou pas? Plus on s'élève vers le haut, et plus on voit, et moins on voit qu'il y a une différence. Tout est comme un point en bas. Donc en fin de compte, les différences que tu voyais de manière extérieure, parce que tu avais une rancune ou un truc ou un machin, souvent les gens ils se disputent, ils préservent, ils ont un deuil commun. Ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent, c'est fini, on oublie tout. Tu verras jamais ça. Bien sûr, mais bien sûr, un père que son fils il se disputait avec lui depuis 5 ans, maintenant il y a un incendie dans la maison, le père il va courir, prendre son fils, il va le prendre dans les bras et après ils vont se faire un gros câlin. Il y a des situations où tu sors. Donc qu'est-ce qui t'a fait sortir de cette situation? Tu l'en voulais à ton fils, tu l'en voulais grave. Qu'est-ce qu'il a fait qu'au bout d'un moment, quand il y avait l'incendie, tu as été chercher ton fils en premier? Alors que tu l'en voulais depuis 5 ans, tu ne lui parlais pas. Parce que c'est ton fils, c'est l'amour, c'est ce qui est plus profond encore. Au-delà de la dispute, au-delà de la rancune, au-delà de ce qu'il t'a fait, au-delà de ce qu'il t'a pas fait. Il est bon, il est bon. Khaïm ou pas? Il ne lève pas son frère. Rien. C'est vite. Arrête de parler, fais les frères. Arrête avec le coca. Nos amis là, dans l'ambiance des 3 semaines. On a pas mal, coca. Très bien. Une question. Déteste un sujet. Alors oui, encore une fois, tu détestes le comportement, mais tu ne détestes pas la personne. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu peux détester une chose qui est chez la personne sans forcément détester l'entité entière. Il y a un comportement que je n'aime pas chez l'autre, c'est pas pour autant que la personne ne doit pas l'aimer. Cette personne a quand même des qualités, elle a fait des bonnes choses dans sa vie, elle a quand même des bonnes choses faites pour moi, et je ne peux pas lui en vouloir. Je lui en veux sur la partie qui m'embête. Mais je ne peux pas lui dire que je suis en pleine querelle avec elle à 100%. Oui, parce qu'il y a quelque chose. Tu peux exprimer ton désaccord, ça n'a rien à voir. C'est ça qu'on est en train d'expliquer. Alors, dire oui, oui et amen à tout, même si tu sais que c'est pas bien, c'est pas bon non plus. Il faut exprimer son désaccord, il faut exprimer quand la chose elle va pas. Il faut le dire parce que c'est encouragé. Attention, pas devant les autres, sans mettre la route à la personne, de manière privée, il n'y a pas de problème. Et après, tu vois si les choses peuvent évoluer ou pas. L'idée, c'est de faire évoluer dans le positif, de corriger. Après, il dit que c'est moi qui ai Ouais, mais après, le mec, il part en plus, tu vois. Oui. C'est pas mon devoir de travailler sur ça. Non, mais si toi, tu ressens quelque chose, parce que justement, par amour pour l'autre, tu le feras. Même si c'est pas ton histoire. Non, mais attends, dans ces cas-là, il faudrait voir. Non, rien, la vérité. Le négatif, c'est quoi? Non, faut pas voir le négatif chez soi, faut pas se rabaisser à ça. Il faut voir en fait comment tu peux aider l'autre. Ne pas voir le défaut, mais voir ce que tu peux réparer. Ça libère. Tu vois le défaut, bah, t'as pas aidé. Tu as juste remarqué une tâche. Mais quand tu trouves un moyen d'aider, enlever la tâche. Tout dépend de la manière dont tu regardes la personne. Si tu regardes la personne parce que par haine ou parce que tu as envie d'aider. Cramé sur YouTube. Non, il n'y a que 28 followers. Ouais, mais ça passe sur YouTube. Montre-moi Dan, j'adore Dan, montre-moi Dan. Nous voit Ça quoi. fait pas, ça va sur YouTube pour le coup. Non, je mets après sur YouTube, mais je ne filme Ah, pas. tu mets juste le titre. Ouais, mais je Ok, on y va? Ok, messieurs, n'obligez pas à monter sur le toit. Ouais, on verra ça là. Alors, justement, Sylvain, Les enfants, s'il vous plaît. c'est important parce qu'il y a des moments comme ça qu'il faut marquer. Je ne vais pas demander Sylvain, mais on va quand même poser une question. Quel est le rapport important? Quel est le rapport? Quel est le rapport entre le don de la Torah? Oh là là. C'est le théâtre. Quel est le rapport entre le don de la Torah et le premier Shabbat d'un couple chez ses beaux-parents? À mon avis, il y a un petit question. C'est le théâtre clos là. C'est pris un peu. Les chaises sont neuves sur la décision.
Après, on va travailler ça avant. Non, je traverse le désert pour l'avoir. Vous avez entendu la réponse de notre ami Adam? C'est quoi le rapport? C'est que tu traverses le désert pour l'avoir. C'est quoi? C'est mignon, c'est pas. Il y a une réponse plus intéressante aussi qui est très très. On dit qu'on a eu la Torah dans les éclairs, les tonnerres, la crainte et la torpeur. Il cherche son téléphone depuis tout à l'heure. Non, je sais que je te parle bientôt. N'ayez pas peur, tout se passera bien. Ça donne envie. Ça donne envie. Leçon numéro 1. On commence par les étapes. Ok, non, Qui a le téléphone d'Adrien? Massé, c'est 42 étapes. Et les Massé Béné Israël, voici les étapes des voyages que les Béné Israël ont fait dans le désert. Et alors, on cite 42 étapes. Ils ont été à Ramsès, ils sont partis à Rephidim. Ils ont été là, ils ont sorti là. Ils ont été là, ils ont campé là. Ils étaient là, après ils ont campé là. Alors, si on parle des campements, pourquoi tu me dis voici les voyages? Dan, c'est important. Pourquoi la Torah nous dit voici les voyages des Béné Israël quand ils sont sortis d'Égypte? Et là, tu ne cites que les arrêts, les campements. Dans ce cas-là, la Torah n'aurait pas dû dire ça. Michael, qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, la Torah? Elle aurait dû dire voici les campements à la place de dire voici les voyages. C'est plus juste. Alors justement, c'est la question qu'il a soulevée Thierry. Vous avez entendu ce qu'il a dit Thierry? Ah, c'est allumé? Voilà, c'est bon. Attends, il avait fait comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imaginez-vous. Thierry il est en train de nous dire qu'un arrêt, c'est le voyage. En quoi? Tu définis un voyage par son arrêt. Donc ça veut dire que si je vais dire le voyage pour aller à Marseille, je vais dire alors j'ai été sur la 86, la A6, après j'ai pris la station totale. Lorsque tu t'arrêtes, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Mais là on parlait des campements, des arrêts. Oui, ça s'appelle un arrêt, donc c'est un voyage. Non, mais quand je viens de chez moi. Alors pourquoi l'accent met ça? Alors pourquoi elle n'a pas appelé les campements? Ça aurait été plus juste. Pourquoi elle nous dit les voyages? Alors du même il parle au singulier, le voyage, parce que quand tu sors d'Égypte pour l'Israël, il y a un seul voyage. Par rapport à la durée de temps qu'ils sont restés. Alors il y avait des arrêts, il y a des étapes où ils sont restés combien de temps? Ils sont restés 3 jours. Des fois ils sont restés 40 ans. Des fois ils sont restés 3 heures. Vous imaginez, ils ont tout déballé pour 3 heures. 3 heures seulement, ils ont tout déballé. Incroyable. Pas de bagarre, on n'a dit pas de dispute. C'est l'honneur, c'est l'honneur, c'est l'honneur. Ok. Messieurs. Alors, il y a un mot extraordinaire de dire qu'en fin de compte, si on parle ici de voyage, on met l'accent sur les voyages plutôt que les campements. C'est parce que Thierry et Dan, on veut montrer qu'on ne doit jamais stagner et toujours avancer. La particularité des anges, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les omdim. Ils se tiennent, ils montent et ils descendent. Ils montent et ils descendent. Voilà leur situation. Des fois, ils sont très hauts, des fois, ils sont très bas. Nous, on est des holrim, on avance. Oui, on ne se tient pas devant, mais on doit avancer. C'est quoi la force d'avancer? C'est de ne jamais être content de ce que tu as fait hier et te dire qu'aujourd'hui, tu feras mieux et demain encore mieux. Et c'est comme ça qu'on doit être. Et ça va pour tout le monde. Pas stagner, surtout pas stagner. Alors même le rachat, c'est un enseignement pour lui. Parce que le rachat, l'impie, il va se dire, attention, moi, ça ne sert à rien d'avancer, je suis pourri. Il va dire, non, même à toi, t'inquiète pas, si tu avances, même ça va prendre du temps, mais tu vas y arriver. À partir du moment où tu décides d'avancer, tu peux tout changer. Et même pour le tzaddik, qui lui va dire, je suis déjà à un niveau très très haut, on ne s'arrête jamais. Si tu arrêtes de pédaler, qu'est-ce qui se passe avec le vélo? Tu tombes. C'est un voyage. Alors, Arrêtez, il va plus jamais revenir. Tout à l'heure, il est là. Hein. Tu l'as regardé, mais ça t'a pas vu, tu vois rien. T'as un ou t'as un messieurs, c'est important de savoir aussi que dans Matot, on parle de cette fameuse guerre et on parle aussi d'un principe extraordinaire. Quel est ce principe? On appelle, la Torah dit qu'on s'adresse à qui ici? Vaïdaber Moshe. Moshe a parlé. Elle rachait à Matot. C'est qui les rachés à Matot? Les rachés roches. C'est quoi roche? La tête. Matot, c'est des tribus. Alors, il y a 2 manières d'appeler Matot. Les tribus, c'est Shvatim, Shevet et Maté. C'est ma plus belle sikha que j'adore. Elle est extraordinaire. C'est quelque chose qui nous explique en fait que
les deux manières d'appeler Shevet, ça veut dire tribu, et Maté, ça veut dire tribu, mais ça veut dire aussi bâton. Dans les deux cas, Maté, c'est un bâton. Shevet, c'est aussi un bâton. La seule différence dans le langage hébraïque, c'est de dire que Shevet, c'est plutôt un bâton qui est accroché à l'arbre, une branche. Donc encore un bâton qui est vivifié de l'arbre. Maté, c'est un bâton qui est tombé par terre. Tiens, le téléphone sur Je vais mettre un peu, c'est bon, ça, il est mort. Il est pas par terre, il est déconnecté de l'arbre. En fait, il faut savoir que nous, on doit prendre une leçon extraordinaire de ça. Ça veut dire que des fois, d'apparence, on est comme des matés. On est comme des bâtons qui sont déconnectés de l'arbre. À l'époque, on avait le Beth Amikdash, on était connectés, on avait le temple, on savait. Il ne fallait pas faire énormément de choses pour prouver que tu étais lié avec Dieu. Aujourd'hui, c'est une vraie galère. Comme on dit, des fois, il faut chercher la motivation. Et des fois, on n'arrive pas à la trouver, la motivation. Donc, comment on doit faire? Comment on doit faire? Tout simplement, le rabbi de Nouclé, c'est les galottes et tamaté chez Betnapché. Il faut dévoiler, révéler la connexion Wi-Fi que ce fameux bâton qui est tombé au sol, il a encore avec l'arbre. Parce qu'on parle du bâton qui est tombé par terre. On parle de prière. Alors. Ah Faut que tu On parle de la personne en elle-même. On a une catégorie de personnes Adrien, qui est connectée avec l'arbre. Une autre catégorie de personnes qui est déconnectée de l'arbre, de manière apparente. La branche qui est tombée à côté de l'arbre, tu sais qu'elle vient de cet arbre, mais elle prend plus sa vitalité de l'arbre. D'ailleurs, la différence aussi, elle est claire. La branche qui est sur l'arbre, elle est souple. Elle est plus cool. Une branche qui est par terre, en général, elle va prendre la pluie, machin. Elle va sécher, elle va être dure. Donc, en fin de compte, le fait d'être en galoute, en exil, ça nous a endurcis. Alors, pour les côtés positifs, les côtés négatifs. À l'époque, il y avait certaines images de violence, de sang, machin. Tu voyais ça, tu étais traumatisé pendant des jours et des jours. Aujourd'hui, c'est le quotidien. Tu n'es même pas choqué par certaines choses. Certaines choses, oui et non. Oh, mais ça nous choque beaucoup moins qu'avant. Exactement. L'idée, elle est comme ça. Ouais, Si on est des costauds, si on est des gens endurcis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le quotidien, on est des costauds. Tu te dis, Il y a un général, dans la tête ou dans il y a un général qui a des soldats. Il a des soldats qui sont dans son quartier général, dans son QG. Et ces soldats-là, ils s'occupent de faire tous les renseignements généraux, machin. Ils ne sont pas à la guerre, ils ne sont pas sur le terrain. Il y a des soldats qui sont dans la boue, en train de faire la guerre du général. Mais qui c'est qui fait gagner la guerre en fin de compte? Le général et les hommes qui sont avec le général dans le QG, tous les soirs, ils rentrent chez eux, ils voient leurs femmes, leurs enfants. À 5 heures, c'est des fonctionnaires. Ils rentrent chez eux, ils ont fini leur journée. C'est cool. Par contre, le soldat qui est à la guerre, lui, il ne voit pas ce kiff-là. Il ne kiffe pas, il est dans son coin, il est dans la boue, il galère. Mais toute sa pensée, elle adresse au général. Qui est le plus attaché au général? Déjà, qui fait gagner la guerre? C'est les gens qui sont sur le terrain. Et qui est le plus attaché au général? Pas forcément ceux qui le voient tous les jours dans les couloirs, mais ceux qui sont au front et qui pensent constamment au général et à sa guerre. Nous, c'est un peu ce qu'on doit représenter. On n'a pas une apparition devant nous. T'imagines, Dan, c'est une apparition, une voix céleste te dit « Bonjour, Dan. Aujourd'hui, tu vas me servir. » Comme une fois dans les films des 10 commandements. Ouais, alors là, tu dis « Aujourd'hui, tu vas faire ça et ça. Tu vas prendre 10 €, tu vas les mettre à la tzedaka. » Alors là, tu vas dire « Ok, bon, à la limite, je ne suis pas un robot, mais je fais affaire comme un robot. » Il n'y a pas de libre arbitre, mais quelque part, c'est vrai que ça aide. Ça aide. Je ne peux pas dire que je n'ai pas vu. Imagine, tu vas faire une heure, tu dis « Touche pas à ça. » Oh, t'es pas caché, je ne savais pas. On n'a pas ces aides-là. C'est la voix. Dan, on n'a pas ces aides-là. Excuse-moi, on n'a pas ces aides-là. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit brancher, activer la connexion Wi-Fi. On doit savoir qu'on est toujours connecté. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens ils vont passer à côté de ce bâton qui est par terre. Ils vont dire ouais, ce bâton, il est dur, il est costaud, il est fort. Il est fort, il résiste à toutes les tempêtes. Mais je sais qu'il vient de cet arbre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de voir qu'il est collé à l'arbre, attaché avec l'arbre. C'est ça qu'on doit ressentir. La connexion, Oui, elle est invisible, cette connexion. Il y a des paramètres. Donc, pour que la personne elle soit connectée, si tous les paramètres autour qui le concernent sont éteints, la connexion va être. Et ben, c'est pour ça que nous, ce qu'on doit faire, c'est chercher à rallumer cette connexion. C'est ça qui est dur. Et en fait, c'est une connexion qui est invisible, donc c'est encore plus difficile. Parce que tu peux te dire, aujourd'hui, je peux aller faire une faute, je ne vais pas avoir quelqu'un qui va me casser la figure juste après. Je peux faire une mitzvah, je ne vais pas recevoir, je vais ouvrir ma porte, je trouve un billet de 500. Ça aurait fait trop beau. Dans ces cas-là, c'est magnifique. Non, aujourd'hui, on te donne des récompenses, pas forcément en son temps, pas forcément. Donc c'est aussi, comme on l'a expliqué, que le salaire, le vrai salaire, on l'aura après. Mais concrètement, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est les stock options. C'est un peu ce qu'on est, on va dire, le matériel de travail, les outils de travaux pour travailler ici dans ce monde-ci. Donc, on donne le nécessaire. Ce
qu'on doit comprendre, c'est que nous, on doit faire en sorte que cette paracha nous apprend. Il y a deux parachutes, Matot et Massé. Matot, on va tirer l'enseignement de dévoiler le bâton qui est en nous, dévoiler la force de connexion même quand on est à distance. Et Massé, c'est de révéler que dans les 42 étapes de campement, on est toujours en voyage. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'arrêter d'avancer. Pas se dire que je me suis contente de la situation d'aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est nul comparé à ce que je vais être demain. Alors, ce n'est pas seulement de l'espoir, ça doit être une certitude. Et ça, comment on peut générer cette certitude-là et l'appliquer, parce qu'on parlait tout à l'heure d'application concrète, comment je peux être motivé et finalement appliquer ma motivation, la mettre en pratique, c'est que quand le soir je me couchais, je me couche comme un juif, comme Rabbi dit. C'est-à-dire quoi se coucher comme un juif? Ça ne veut pas dire mettre la barbe, le chapeau, la kippa, les titites au moment du coucher. Ça veut dire faire une petite danse comme ça. Mais il y en a, ils font ça, hein. Non, c'est pas la tête. Et en plus, ça s'appelle créer schéma l'habitat. La petite danse, c'est pas. Donc aussi, c'est qu'au mois d'Adar. Combien il y en a, peut-être 1 sur 100, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, voire 1 sur 100 000, qui dit moi, à partir de maintenant, je dors avec la Ça, c'est une autre raison. Après, la halakha, ne t'oblige pas à dormir avec l'équipa. Il peut dormir avec l'équipa ou pas dormir avec l'équipa? C'est pas obligatoire, mais c'est très Il y en a qui le font, voilà, tu vois. Ça protège contre les esprits, des choses là, contre quelqu'un qui devait avoir Tu vois, la je raconte sensation pas d'être un voleur. Ça veut dire que la mère, il y a un grand seigneur qui l'a dit, mais garde toujours l'équipa sur la 3 semaines quand il dort. Et effectivement, c'est quelqu'un qui était destiné à être un voleur. Et tu vois, elle tombe, hein. En fait, il a enlevé toute cette ambition de voleur parce que le fait de savoir quelque chose au-dessus de soi, parce que c'est ça la kippa. En fin de compte, c'est ça que les gens, quand des fois ils font tomber la kippa, ils la ramassent. Il n'y a pas besoin de l'embrasser. Il n'y a pas de sainteté dans une kippa, c'est un couvre-chef. Simplement, pas comme les tzitzit où là on fait une bénédiction dessus, il y a une sainteté, on peut les embrasser. La kippa, c'est simplement pour nous rappeler qu'on a quelque chose au-dessus de nous. Pour revenir à l'histoire de dormir comme un juif, on doit comprendre simplement que dormir comme un juif, ça veut dire se coucher avec l'esprit de dire Hachem, aujourd'hui je sais que j'ai fait ça et ça et ça. Faire son bilan. Demain, je jure que je serai un homme nouveau. Demain, je serai un homme nouveau et demain, je vais te faire kiffer. Alors, à force de le dire, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que tu ne feras pas le lendemain, peut-être que tu ne feras pas le surlendemain, même si tu recommences. Et comme on l'a souvent expliqué, cette fameuse force de persuasion, elle va s'appliquer à toi-même. Et tu vas réussir à le faire. Exactement. Et tu vas réussir à le faire. Un matin, quand tu vas te réveiller, tu vas vraiment changer les choses. Alors, c'est important, c'est ce qu'on appelle dormir comme un juif. C'est vrai que ce n'est pas pendant le sommeil, tu vas ronfler comme ça, comme ça. C'est qu'avant de dormir, tu te conditionnes pour dire demain, Dieu, je serai un homme nouveau. Demain, tu me redonnes une nouvelle vie et je saurai en tirer profit. Alors, peut-être le lendemain, ça marchera. Ça marchera. Aujourd'hui, comme a dit Thierry, la motivation, je pas. Aujourd'hui, il faut la chercher, il faut la travailler, cette motivation. Aujourd'hui, c'est marqué dans la lacha, tout plus important, tu as mérité une préparation. Tu veux kiffer le Shabbat et t'achètes pour ton Shabbat un concombre et une tomate. Tu ne vas pas dire que tu vas kiffer le Shabbat. Alors, par contre, lundi, tu as acheté la tomate et la table. Mardi, tu vas acheter les meilleures bouteilles de vin. Mercredi, tu vas inviter tout le monde. Jeudi, tu vas préparer les lumières, les bougies, la décoration. Jeudi, Shabbat, tu vas dans le Shabbat. Le lendemain, c'est Shabbat. Il y a des voisins à côté. Calme-toi. Ça va trop vite. Alors, non, on va passer au quiz, messieurs. Michael, Les bonbons. Les bonbons, s'il vous plaît. Voilà, il est nerveux. Les moments, le Moshe, obligé de rien. Ah, tu vois, il dit pourquoi, mais en fait, c'est lui qui peut. Regarde ton client, il t'attend en même temps. Il n'y a pas de bonbons, on va y aller. Première question qui vous fait plaisir. On attend les bonbons. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller? Il est d'où le client? Je ne crois pas qu'il soit carré. Là, c'est un Est-ce que une femme. Alors, pendant Tchabéav, est-ce qu'on a le droit de se maquiller? Le 9 av, le jour le plus triste de l'histoire, est-ce qu'une femme a le droit de se maquiller? Encore, tu peux ramener Non. des chaussures aussi. Sauf dans un cas. Mais non, pas Tchabéav. Qui a dit si elle est moche? Qui a dit ça? Qui a dit ça, jeune homme? Toi? On a dit si elle est moche. La véritable personne qui est permise de pouvoir quand même garder son maquillage pendant Tchabéav, c'est la femme qui vient de se marier, effectivement. Parce qu'elle doit être encore plaisante avec son mari. Et voilà. C'est un jour de deuil. C'est pas de la triche. Pour elle, c'est pas de la triche. Après, ne pas non plus abuser. On peut abuser. Alors, non, on va dire qu'elle s'est mariée. Non, elle s'est mariée avant. Elle est dans le mois. Mais elle est dans le mois, dans l'année de son mariage. Alors, elle a une tolérance. Elle vient de divorcer, elle est super heureuse. C'est le mec qui a dit Tant que pareil, j'ai encore sous la garantie. Il faut qu'on fasse la résiliation trop vite. Ok. Ça, c'est le principe. Après, je t'avais dit le mariage. Alors, maintenant, deuxième question, T'as monsieur. vu Appel contre
Moshi, il avait une question à nous poser ce soir. Regarde, c'est pas parce que je t'ai donné- J'aimerais qu'il nous la dise. Ah. Vas-y, Moshi, qu'est-ce que t'as? Comment gagner de l'argent sans travailler? Ah, Ah, bonne question. Mais attends, c'est le cours de philo de la semaine dernière ou quoi? Ah, moi, j'ai pas joué. Pas la tienne, c'est pas grave. Ah merde. Ah, ça Ça se trouve, il va gagner. il passe à côté du gros lot, 66 millions. Dans le ticket, oui. Ouais, c'est combien là? 17 millions, je crois. Moi, je suis ta femme, elle va me voler. Alors, on y va. Est-ce qu'on a le droit de réchauffer une soupe pendant Shabbat? Même pendant la scène, t'as le droit de faire ça. Attends, sur la plate. Ouais, par exemple, pendant Shabbat. C'est liquide, donc on peut pas. Non, C'est liquide, on peut pas. On est d'accord. C'est pour les enfants. Il sera que c'est les bonbons, il faut les chercher dans la synagogue, hein, pas l'épicier. Alors, Non, mais effectivement, de toute façon, la comme soupe ça. elle est déjà cuite. Tu l'as fait C'est réchauffer. permis de placer l'ustensile qui contient la soupe Oui, mais avant qu'elle soit froide, c'est-à-dire qu'ils l'ont déjà fait chauffer. Avant, ça sert à rien. C'est permis, ça serait permis. Si on la conserve chaud. Non, si on arrive à mettre sur une plata, mais attention, pas sur la plata directement, mais sur un endroit où on est sûr qu'on n'atteindra pas la température qu'on appelle Yad Soledetbo. Quand la main elle touche, elle se brûle. C'est considéré, c'est une marque loquette dans les poskim. On va considérer, là, ils ont marqué 45 degrés. C'est entre 43 et 60. Comment tu peux savoir? Parce qu'il faut pas que ça rentre à y. Ah bah tu sais, Touche avec la main, si ça bouge, c'est une très bonne question. Non mais et en fait, il ne faut pas l'essayer pendant Shabbat. ta main sur la plata, ça bouge. C'est pas pendant Shabbat que tu peux essayer. Il faudrait qu'en fait, pour savoir si ça va cuire ou pas, si tu atteins cette température-là, c'est essayer avant Shabbat, un jour dans la semaine comme ça. Tu laisses la plata, tu mets une casserole dessus, une grille, parce qu'une grille, ça permet d'évacuer pas mal les trucs. Et puis tu mettrais une autre chose au-dessus, une autre chose au-dessus. Donc, tu fais une pour savoir. expérience avant Shabbat. Non, mais normalement, Oui. le. Ah oui, bah oui. C'est pas un truc. Moi, au taf, On a dit qu'on prépare Shabbat. mais au C'est taf, pas tous les Shabbats que tu fais ça, c'est une fois. le maintien de température, moi, au taf, c'est 63 degrés. Oui, même 85, 80-85, tu peux avoir une bonne température. Moi, j'ai un four de Shabbat, il reste à cette température-là. 80 degrés. Tu te brûles si tu sens un truc. Non, pas du tout. Ah oui, la casserole, oui, mais la paroi du four, le four en lui-même, il n'est pas brûlant. Mais là, tu dis, tu étais en train En de fait, dire justement. c'est comme ça qu'on mettait aussi à l'époque, on faisait des Donne-lui de l'eau. leurs trucs en pâtisserie, c'était des meringues, des choses comme ça qu'on mettait dans les tubes en dessous. On mettait, Non, mais donc tu le mettais à combien? À 85. c'était tout arrivé, c'était 60. Mais là, tu sais, 80, en tout cas, c'est ce qu'on laisse sur le Shabbat, il n'y a pas de souci, ça reste sans problème. Alors maintenant, si la température elle peut atteindre les 45 degrés, c'est interdit, même si on retire l'ustensile auparavant. Maintenant, il faut savoir que la majorité décisionnaire, ils interdisent de placer la soupe directement sur la plata. Selon Rav Ovadia Yosef, avant Shabbat, c'est possible de brancher, encore une fois, c'est un éther, une permission. Encore une fois, si on évite de le faire, c'est toujours mieux. Je le répéterai encore. De mettre la plata sur une minuterie. De sorte que quand on le désire, la plata va s'allumer. Et pendant Shabbat, tu as placé la... En fait, la majorité des décisionnaires disent que de manière générale, de mettre sur la plata, c'est interdit. Alors, Dan, si tu veux mettre ton chien sur la plata. Donc, Dan, qu'est-ce qu'on fait avec la plata? On l'éteint ou on la laisse? On l'utilise pas de mettre en plata, c'est interdit. De mettre la soupe sur la plata directement, on ne peut pas le faire. Alors, il y a Rabbi Yosef qui a dit que si tu mets ta plata sur une minuterie, il y aura un éther, une permission. Mais ça veut dire que, par exemple, tu l'arrêtes, tu la remets, etc. Tu mettrais ta soupe pendant que c'est froid encore. Non, oui, non. Ok. De manière générale, mettre un aliment sur une plata, on évite pendant Shabbat. D'autant plus quand c'est du nozel, du liquide, l'art. Donc quelque chose qui est. Comment? Si c'est pas du liquide, c'est du solide. Alors, attention, on arrive. Non, mais si c'est du solide, on va dire des cuisses de poulet. Non, c'est jamais vraiment solide. Après, les cuisses de poulet, il y a du gras. On va pas en discussion là maintenant. Sinon, je savais que c'était une question d'embrouille. C'est vrai, parce que c'est. Ça, c'est à la halachot, c'est même pas des cuisses. Il faut qu'on en parle complètement. Il sera qu'est-ce qui se passe? Oh!
Qui a pété un câble? Je crois que tu parlais de moi. Il n'y a pas de Alors, le tien aussi, grand type. Alors, de manière générale, on sait qu'on met rien sur la plata. Ok, on prend les choses directement. Il y avait un éther qui a été donné, mais on va pas en parler, sinon on va rentrer encore dans la discussion. Oh, dis-le. La minuterie, mais c'est pas une permission qui est vraiment. Il y a certains qui disent on va mettre sur la minuterie, on dit bah c'est pendant la nuit, il va se terminer le matin, et tu mettrais ta soupe pendant que c'est froid. C'est-à-dire pendant la nuit, tu mets ta soupe et le lendemain matin, ça va se réchauffer. C'est pas autorisé par tous. C'est un avis qui a autorisé ça. Encore une fois, c'est mieux de le faire comme ça. La minuterie, en vérité, c'est pourquoi tu chauffes ta maison. Il y en a qui disent si j'habite dans un petit studio et avec la plate à le les bougies de Shabbat, tu rentres dans une température extrême et ils se disent je vais mettre une minuterie pour arrêter. J'ai cru que Oh, c'était grave. ouais. Bah, va rien faire, là. Viens, n'aie pas peur, va pas te frapper. En vrai, on a le droit, on a Bah, pas si, le droit. si. On l'a déjà fait. Ça suffit. Par rapport à ces Alors, on a le droit ou on n'a pas le droit? C'est la solution de la minuterie. C'est permis. Tu peux te reposer sur un VDESF. Mais c'est en dernier lieu, quoi. Encore une fois, c'est pas la solution privilégiée. Ok, est-ce que je peux acheter les tefilines pour la bar mitzvah de mon petit-fils et les lui offrir? Est-ce que je dois aviser quelqu'un en préalable? Ah, d'accord. Sinon, je peux pas le faire. Bah oui, c'est normal. Tout à fait, c'est logique. En fait, je t'ai Ok. Quel est le nom de l'ange qui, dans le ventre de la mère, apprend au bébé toute la Torah? Tu lui fais tout oublier en lui posant le doigt. Je serais réveillé, mais je tape quand on va marcher. Bravo. Et t'aurais eu tout le paquet de bonbons. Alors, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose de. Là, c'est jackpot pour Thierry. Non, mes réponses encore plus jackpot. Mais je sais que Thierry a pensé en Je premier. serais réveillé. C'est Dieu lui-même qui enseigne. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas Ah, un il a mot. perdu. alors. Ah, c'est vrai. J'ai induit en erreur, c'est pour ça. Mais en fait, Et c'est l'ange. l'ange qui fait oublier, là, par contre, l'ange qui fait oublier la Torah, parce que tu ne ferais pas une action négative comme ça. C'est l'ange de Malchamavet, l'ange de la mort. Je vous rappelle ça. Ça, c'est la réponse du Maharsha dans le Talmud Nida, dans la Torah Nida. C'est pour ça qu'elle est pleine comme ça. C'est facile. Qu'est-ce que Il est enseigné Ah. il est enseigné dans le ciel. Il a le droit d'appuyer dessus. Et même quand on sort du cours, on a oublié. Ma mère est malade, que Dieu préserve, et elle est clouée au lit. Elle me demande de lui faire des courses, mais elle veut des courses. Dans ses courses, il y a des courses non cachères. Est-ce que c'est permis ou pas de lui faire ses courses? Moi, je suis pratiquant. Est-ce que c'est permis ou pas de lui faire ses courses non cachères? Non. Pas Moi, je vais dire. Non, Ouais, Et ça va Moi être aussi, coupé il les courses, courses. à moins que ces courses non cachères sont. Alors non, parce que là, tu es devant un dilemme, en fait. Non, C'est un problème de casse-croûte. Non, je parle de manière générale. Maintenant, d'un côté, tu as le règle de Kibbout Avaim, le respect des parents, et de l'autre côté, elle te demande quelque chose de pas caché. Qu'est-ce que tu fais? non, tu prends pas les personnes, tu prends pas les cachets. Il y avait plus comme ça. C'est parce que t'en fais pas tant. Ah non, Tu ouais. tires pas beaucoup. Elle est quoi? C'est-à-dire, elle est fatiguée, la maman? Elle est fatiguée, la mère, elle a mangé. Sinon, dans ces cas-là, dans ces cas-là, on achète des. Je lui donne des melons et. Moi, j'arrête. Non, ça, non. Sa peur, c'est Sinon, on achète cachère sans qu'elle sache. Qu'il hérite de lui, des melons et des fraises. Que tu as vérifié avant. Il va chez lui avec les dents. Tu l'as broyé. Tu as mélangé avec de la confiture bonne marque. C'est quoi la maladie? Parce que ça dépend de la Alors, c'est maladie. alors, c'est pas. Par contre, c'est juste qu'elle est malade et qu'elle est clouée au lit. Donc, c'est déjà un petit truc. Un gros rhume, peut-être. Allô? Yéyé, t'as dit non. C'est dangereux. Julie, Alors, moi j'ai parlé, Gary. c'est strictement interdit d'acheter pour votre maman des éléments non cachers, même si elle nous les demande. C'est marqué dans la Torah, le verset dans Vaïkra, Lifne hiver, Non, mais pour pas la L'autre, vexer, la Titan maman, pour pas la Mirchon. vexer, la maman. Tu dis oui, je vais faire des Malheureusement. courses. Et tu dis voilà, il y a Le passage qui va expliquer ça. L'ifné L'hiver, hiver, le titan Non, sinon, t'achètes tout caché. devant un aveugle, Devant devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche. Ok. Ça veut dire quoi devant un aveugle, tu ne placeras pas d'embûche? Et bien là, dans ce concept-là, ça veut dire que, hors du sens littéral, chacun d'entre nous a l'obligation de veiller au bien-être matériel et spirituel de son prochain, à plus forte raison de sa mère. D'accord? C'est pourquoi c'est interdit d'emmener une autre personne à fauter ou de contribuer à ce qu'elle va fauter. D'induire quelqu'un en erreur pour qu'il va fauter, de dire à une personne, écoute,
j'aimerais que tu viennes à la synagogue Shabbat et prends la voiture s'il faut le venir. Comment tu viendras à la synagogue? C'est un peu induit en erreur. Quelqu'un, tu dis, lui, pas juif, il sait pas juif pratiquant. Tu lui dis, tu veux rentrer chez toi, tu dis, bah, toi, t'es pas pratiquant, fais-moi le code. Moi, je rentre, je suis pratiquant, je peux pas faire le code. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a tout un passage là-dessus qui explique en quoi induire une action ou quelque chose d'interdit, on ne doit pas pousser à ça, ni tendre un piège, ni de faire trébucher la personne, et à plus forte raison de faire trébucher même quelqu'un d'un proche ou même pas un proche. Messieurs, Shabbat Shalom, Shabbat Rosh Chodesh, on prend des forces, on se prépare, parce que la semaine prochaine, c'est Shabbat Nachamon, Shabbat de la... Voilà, non, pardon, pas Nachamon. Oui, Nachamon. Non, Shabbat Chazon. Parce que. Shabbat Chazon, non, Shabbat de la vision, Shabbat Chazon. Shabbat Nachamou, c'est Shabbat après. C'est Shabbat qui vient dans les 8 semaines avant. Donc c'est Shabbat de la vision, on voit le troisième Beth Amikdash, on va se préparer à ça. Et si Dieu veut, on voit le troisième Beth Amikdash. Amen. 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 Shabbat Shalom, on prend des forces.